Merci aux différents exposants ici présents, aux différents leaders ici présents. Et merci à vous qui avez vraiment bien voulu croire en cette coalition-là, dès le début, en tout cas venir s'inquérir de ce qui va être dit ici aujourd'hui. Alors, pour parler un peu de l'historique, cette coalition, la plateforme des Patriotes pour le réel changement, a été mise en place grâce au concours du mouvement Au nom du peuple. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le mouvement le plus connu en Guinée, qui œuvre beaucoup pour un changement positif dans ce pays. Le mouvement Au nom du peuple a pour but principal l'assainissement du climat politique guinéen. C'était important de faire la part des choses par rapport à ceux qui veulent changer le pays, ou en tout cas à ceux qui parlent au nom du pays. Il n'est pas normal qu'on accepte. Je pense que l'une des faiblesses de la Guinée, c'est sa classe politique. Parce que chacun s'estime qu'il est politicien, chacun pense qu'il peut changer les choses en Guinée, parce que le peuple est analphabète, en majorité. Alors nous, le mouvement Au nom du peuple, nous avons entre autres plusieurs objectifs, mais entre autres, lutter contre toute modification de la Constitution pour un éventuel troisième mandat. Je me rappelle que quand on en parlait au début, il y a beaucoup qui nous disaient, mais pourquoi vous parlez de troisième mandat alors que le président lui-même ne s'est jamais exprimé dessus? J'espère que ces mêmes personnes sont servies aujourd'hui et que voilà, ils verront au mouvement, en ce mouvement, un mouvement prévenant par rapport voilà, à ce qui devait être fait aujourd'hui quand on regarde un peu ce qui se passe sur le plan politique guinéen. Et le mouvement Au nom du peuple a autre chose aussi, toujours dans ses objectifs, c'est de lutter contre l'ethnocentrisme dans toutes ses formes. Parce que si nous avons parlé tout à l'heure de l'assainissement du climat politique, je pense que ça fait partie. Aujourd'hui, les partis n'ont pas de programme. Le seul programme, c'est l'ethnie. Chacun essaye de passer par son ethnie pour essayer d'exister sur le plan politique. Je pense que nous, à notre niveau, on s'est estimé qu'il était de notre devoir de lutter contre cela, de s'opposer à cela et de mettre surtout la Guinée en avant. Rien que la Guinée. Nous voulons des programmes. Nous avons imposé à ceux avec lesquels nous irons de nous parler de leur programme, de présenter un programme à la population guinéenne et non de parler d'ethnie, qui n'a pas de sens dans un pays. Aussi, nous participons à l'éveil de conscience du peuple de Guinée en général et de sa jeunesse en particulier. Comme je le disais au début, le peuple de Guinée est en majorité analphabète. Je pense que les politiques sont les premiers à le savoir. Et ils en profitent beaucoup pour faire ce qu'ils veulent avec le peuple de Guinée. C'est seulement en Guinée on peut promettre des bonbons, des usines à bonbons ou à biscuits, et que les gens applaudissent, et que voilà, on croit en ces gens-là. Donc ça, c'est parce que nous, notre rôle en tant que le mouvement, en tant que mouvement citoyen, c'est aussi de participer à l'éveil de conscience du peuple de Guinée, à dire aux gens, réveillez-vous, réveillez-vous. Il y a des choses, on n'a pas besoin d'aller à l'école aussi pour les discerner. On n'a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre certaines choses. On ne peut pas continuer à vous promettre depuis des années et des années, ou depuis des mois, et que vous continuez à croire à ces croyances. C'est plus ces personnes-là qui manipulent le peuple, c'est vous qui vous laissez manipuler. C'est cela aussi la vérité. Et l'autre chose, le dernier point, objectif principal du mouvement, c'est de lutter contre les détournements de deniers publics. Jamais la Guinée n'a été autant spoliée depuis que ce pouvoir est sur place. Jamais. On a eu tellement d'argent de sortie. Le premier gouvernement, la première république en Guinée, avec Sékou Touré, avec toutes ces lacunes qu'on peut avoir, c'est un monsieur qui a préservé quand même le territoire et le peuple de Guinée par rapport à nos biens. La seconde république avec Lansana Conté, c'était pareil. Certes, il y a eu voilà, des malversations, mais jamais comme autant avec le pouvoir en place. Donc ça, c'était un peu pour parler des objectifs du mouvement. C'est par rapport à tout ça qu'on s'est dit, parce que depuis un an qu'on existe, qu'on s'est dit qu'il était de notre devoir de se lever et de réunir des gens en qui nous croyons, en qui nous pensons voilà, vraiment intègres, capables demain de changer les choses dans ce pays. C'est dans ce sens-là que nous avons pris notre bâton de pèlerin depuis un peu plus d'un an pour parcourir tous les états-majors des différents partis politiques, essayer d'avoir des consultations avec les uns et les autres et voir avec qui on peut faire une coalition. C'est dans ce sens, c'est à partir de ce moment, à nous-mêmes, en interne, après d'âpres échanges et après les retours de toutes
de toutes les consultations que nous avons eues, que nous avons décidé de mettre en place la plateforme des patriotes pour le réel changement. Cette plateforme est constituée du mouvement au nom du peuple, dont je viens de décrire un peu les objectifs et le parcours, et dont je vais présenter les membres du bureau présents. D'abord, ce mouvement a pour coordinateur général M. Suleiman Kondé, qui vit aux États-Unis. Je pense qu'il est beaucoup connu sur les réseaux sociaux, un jeune courageux, engagé, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre en place cette coalition. Nous avons confiance en lui. Un jeune leader capable, qui a échangé avec tous ses leaders, un par un, et qui a imposé à ce que nous autres, nous échangeons avec tous ces leaders pour mettre en place cette coalition. Je voudrais quand même qu'on applaudisse M. Kondé. Nous avons le coordinateur général adjoint du mouvement, ici même présent autour de cette table, M. Lansana Touré, que j'appelle affectueusement le meilleur d'entre nous, par sa sagesse, son courage et son sens d'écoute. M. Touré. Vous avez les membres du bureau présents devant moi, des dames d'honneur et des hommes d'honneur. Je vais commencer par Rougui Christine, qui est la secrétaire générale chargée des projets et de l'organisation du mouvement. C'est la boîte à idées du mouvement. Parce que la force du mouvement au nom du peuple, c'est aussi de mettre en avant des femmes. Et ces femmes-là font partie de l'avenir de la Guinée. Nous avons notre secrétaire générale, Madame Mariam Diallo, qui est l'archive du mouvement. Madame Diallo est l'archive du mouvement. Rien ne lui échappe, croyez-moi, même tout ce qui se passe là en ce moment. Vous avez Madame Zénab Robi Bari, qui est la secrétaire générale adjointe chargée des adhésions, la Benjamine du bureau exécutif, mais croyez-moi, la plus engagée. Merci Zéna. Vous avez le secrétaire général chargé des adhésions, qui est M. Noah Guilavogi, qui vient de Bruxelles. La force du mouvement. Aujourd'hui, nous comptons plus de 4000 membres qui répondent directement au nom de ce mouvement. C'est grâce au travail de son équipe. Vous avez notre secrétaire général chargé des relations extérieures, M. Jules Doromoudou, ici présent. Le grand frère du mouvement, c'est lui qui nous conseille. Quand on a le sang chaud, qui nous dit attention, calmez-vous. Merci, M. Doromoudou. C'est ça. Alors, les autres, nous avons aussi deux grandes dames qui sont aux États-Unis. En ce qui s'agit de Madame Touré Mariam, qui est la secrétaire générale chargée des affaires culturelles et sociales, et puis Madame Kaba Mariam, qui est la trésorière du mouvement. Je veux qu'on les applaudisse quand même si elles ne sont pas là. Donc voilà en gros le bureau exécutif du mouvement au nom du peuple. Dans cette même coalition, nous avons M. Koné Badra, qui est candidat indépendant de la commune de Matam. Je pense que beaucoup connaissent aujourd'hui. Badra n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il vit plutôt à Conakry. Mais il est de cœur avec nous, aussi bien dans l'esprit que dans la pensée, que dans le cœur, puisque nous parlons de la Guinée. Badra est un jeune leader. Les jeunes leaders, comme nous en voulons, comme nous en recherchons aujourd'hui en Guinée, c'est pour ça que nous avons fait appel à lui. Et tout de suite, dès le début, il a cru en nous, avec le respect qui va avec. Alors nous disons ici même à M. Koné Badra, bien que n'étant pas ici, que le respect est réciproque. Nous avons Mme Dossou Kondé, qui est aussi membre de ce mouvement, de cette coalition. Mme Dossou Kondé aussi vit aux États-Unis. C'est l'une des activistes parmi les femmes, je dirais, les plus connues, avec des verbes acerbes. Mme Dossou est un cas d'école pour la jeunesse guinéenne. Tout de suite, dès le début, elle nous a montré un amour maternel, parce que voyant des jeunes qui veulent se battre pour changer le pays, elle qui a fait plus de 30 ans de combat politique. Nous disons ici à Mme Dossou Kondé, depuis les États-Unis, que l'amour est réciproque, que nous pensons à elle et que nous avons confiance en elle. Dans cette même coalition, nous avons une dame qu'on ne présente plus. Il s'agit de Mme Dubaté Marie-Madeleine, ex-candidate à l'élection présidentielle de 2015.
une dame d'honneur. Le Libéria a eu la chance d'avoir Mme Ellen Johnson, la Guinée a la chance d'avoir Mme Diobaté. Une dame dynamique, engagée, qui a la Guinée chevillée au corps, qui a cru en nous dès le départ. Nous disons ici même, Mme Diobaté ici présente, que la confiance est réciproque, Madame. Nous irons ensemble vers la victoire finale. Mme Diobaté est présidente du parti RPD, Rassemblement pour le développement. Et nous avons aussi dans cette coalition un acteur politique qui vient de la Belgique. Il s'agit de M. Barry Modisori. Le but du mouvement au nom du peuple, comme je le disais tantôt, c'était l'assainissement du climat politique guinéen. Nous voulons des gens nouveaux, des gens qui peuvent vraiment parler au nom du peuple, pour le peuple. Et M. Barry fait partie de ces gens, de ces hommes rares. C'est une chance pour nous de l'avoir dans cette coalition. Et je n'ai aucun doute qu'avec lui, on ira très loin. Dès le départ, M. Barry a eu toute l'estime pour la jeunesse que nous étions. Nous le disons ici même, autour de cette table, que l'estime est réciproque, M. Barry. Nous avons dans cette coalition M. Kouyaté Lansana, qui n'est plus à présenter non plus. Un leader charismatique, un homme bon, un homme sincère. Nous avons eu la chance d'échanger avec lui. Un homme qui croit en ce pays, un homme qui se bat pour ce pays. Et tout de suite, dès le départ, sans aucune hésitation, il nous a ouvert son cœur. Alors nous disons ici même, dans cette salle, à M. Kouyaté, que vous avez le nôtre, vous avez notre cœur. Les thèmes qui seront débattus dans l'ordre seront les suivants. Pour le mouvement au nom du peuple, ce sera Lansana Touré qui parlera du rôle de la jeunesse dans le développement de la Guinée. Nous aurons après Mme Diobaté qui nous parlera de comment transformer l'agriculture et l'élevage comme poumon économique de notre pays. Nous avons M. Barry qui nous parlera des mines, nos mines, un échec jusqu'ici, pourquoi? Nous avons M. Kouyaté qui nous parlera de comment passer de cette gouvernance chaotique à une gouvernance exemplaire et inclusive. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Touré Lansana, coordinateur général adjoint du mouvement au nom du peuple, pour exposer sur son thème qui est le rôle de la jeunesse dans le développement de la Guinée. Ma personne même, c'est Kernoso, le modérateur pour cette conférence et porte-parole et chargé de communication du mouvement au nom du peuple. Je grandis grâce à eux. Merci mes chers amis. C'est avec honneur et un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous ici présents. Tout au long de mon exposé, en tant que jeune et membre du mouvement au nom du peuple, je voudrais interpeller ici la jeunesse guinéenne. Cette jeunesse courageuse, battante, dévouée, mais cette jeunesse privée de ses droits et de sa liberté par les responsables politiques. Je dis à cette jeunesse que nous représentons 75% de la population guinéenne, donc nous sommes une force de changement. Une jeunesse qui se trouve dans l'impasse et piégée par le pouvoir en place, au lieu d'être un atout pour le pays, est devenue aujourd'hui un désespoir. Manipulée et prise en otage par le manque de vision positive du pouvoir, cette jeunesse est en train de se perdre sur le chemin de son avenir. Mais est-ce que devrons-nous baisser les bras et les laisser faire? Je pense non. Pas question de les laisser nous manipuler au profit de leur intérêt personnel. C'est pourquoi j'interpelle ici la jeunesse à prendre en main la responsabilité qui est la leur et de s'engager dans le débat afin de se faire entendre et de contribuer à changer la vision politique qui nous est imposée par un groupe d'hommes associés, non pas pour l'intérêt général, mais pour leur propre intérêt. J'invite ici la jeunesse guinéenne à s'engager farouchement dans la lutte contre l'ethnocentrisme et l'ethnostratégie que prêchent certains politiques pour nous diviser, de s'engager corps et âme dans la lutte contre la mauvaise gouvernance qui empêche le pays de se développer. Nous jeunes, nous
nous jeunes, nous devons nous engager dans le processus du développement de notre pays, en portant le regard non pas sur un nom par son appartenance à une ethnie, mais sur un programme de société pour juger de sa crédibilité, pour juger de la crédibilité de la personne à qui l'on doit confier pour un certain nombre d'années les commandes de notre nation. Aujourd'hui, avec le pouvoir en place, ce qui devrait être un espoir est devenu un désespoir, une déception totale par manque de vision politique dans tous les domaines. L'échec est total dans la politique de l'éducation et de l'emploi. L'amateurisme et le clientélisme, qui est leur mode de gouvernance, permet l'enrichissement d'un certain nombre de personnes qui déambulent dans les couloirs du palais et qui est la preuve d'un échec du plan de développement et de la création de l'emploi dans notre pays. J'attire l'attention des jeunes guinéens pour leur dire qu'il faut rejeter cette mode de faire de la politique qui n'a pas d'impact positif pour notre pays et pour le peuple. J'invite les intellectuels, les jeunes de la société civile, les travailleurs et les patriotes à conjuguer d'un seul verbe autour de la table afin de libérer notre chère patrie des mains des mafieux politiques qui ne pensent qu'à profiter de leur position pour piller le pays au détriment de la population. Pour preuve, les conséquences de la mauvaise gouvernance ont relayé la Guinée avant-dernier des pays les plus mal gérés au dernier classement. Je lance un appel à tous les Guinéens de partout dans le monde de se retrouver autour d'un idéal de changement. Je dis à cette jeunesse de ne pas se laisser divertir par les politiques et de maintenir le cap du combat. Je salue les forces vives pour le combat qu'ils sont en train de mener sur le terrain. Je salue les différentes actions de la société civile telles que la lutte contre l'ethnocentrisme. Je dis à cette jeunesse que j'ai confiance en elle, la respecte et la demande de s'indigner et de combattre la mauvaise gouvernance, la corruption et le système en place depuis des années. Il faut que nous prenions nos responsabilités en faisant le bon choix en 2020. Un choix responsable basé sur un projet de société plus favorable à la Guinée. Je veux dire par là, en indexant tout un chacun, que nous sommes tous responsables, directement ou indirectement, du choix que nous ferons en 2020. Pourquoi j'indexe notre responsabilité? C'est pour dire aux politiques que nous nous laisserons, que nous nous opposerons à toute pratique contraire à la loi de la République. Notre engagement n'est qu'une preuve de patriotisme. Notre engagement n'est qu'une preuve d'appartenance à la terre de nos ancêtres. Notre engagement doit être une preuve de courage, d'action et d'amour pour notre pays. Alors, chers amis, engageons-nous parce que c'est un devoir. Pour finir, James Freeman Clark disait que la différence entre un homme politique et un homme d'État est que le premier pense déjà à la prochaine élection, le second à la prochaine génération. Donc j'invite le peuple de Guinée et sa jeunesse de faire le choix du second, celui qui pense à la prochaine génération. Je vous remercie. Je voudrais parler de l'agriculture et de l'élevage, mais la situation socio-politique du pays fait que je ne souhaite pas parler aujourd'hui de l'agriculture. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle, M. Khalifa Sall, est menacé de destitution dans le pays. Il est menacé de destitution parce qu'il a demandé, enfin il avait dit que le président Alpha Condé ne pourrait pas se représenter pour un troisième mandat. Donc je pense que c'est très important qu'on en parle aujourd'hui. Je pense que c'est important que les Guinéens sachent que la Guinée est en danger. La Guinée est en danger si M. Alpha Condé se permet de violer les lois pour vouloir destituer M. Khalifa Sall, je peux dire le seul membre aujourd'hui de la Cour constitutionnelle qui ne soit pas corrompu et qui aujourd'hui préserve, assure aujourd'hui la continuité de la démocratie. Donc je pense que notre coalition doit soutenir M. Khalifa Sall parce que l'enjeu aujourd'hui est important. M. Alpha Condé veut encore violer la démocratie en Guinée. Et il faut qu'il sache que la plateforme des patriotes pour le réel changement ne lui permettra pas de le faire.
je voulais parler aussi des défis que la Guinée a aujourd'hui à relever. Les défis qui sont la pauvreté. Après 60 ans d'indépendance, notre pays vit toujours dans la misère. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes le premier exportateur de bauxite au monde. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'on ne peut rien faire sans la bauxite. Si demain la Guinée décidait de fermer ses mines de bauxite, le monde entier saurait l'importance de notre pays. Je pense que les Guinéens n'en ont pas conscience, mais la Guinée est un pays important qui compte. Et aujourd'hui, nos richesses sont pillées. Nos richesses sont pillées par un gouvernement qui n'a aucune conscience, qui s'en fout des Guinéens. Aujourd'hui, le président Alpha Condé se sert de la Guinée comme on se sert dans un marché. Aujourd'hui, il pense que tout lui appartient, que les mines de la Guinée lui appartiennent, que le peuple de Guinée lui appartient, que absolument tout, toutes les ressources halieutiques sont à lui. Donc aujourd'hui, il est temps que les Guinéens disent non. Il est temps que les Guinéens disent maintenant qu'on veut se développer, qu'on veut avoir accès à l'électricité, qu'on veut avoir de l'eau. Nous sommes le château d'eau de l'Afrique occidentale, mais pourtant, les populations n'ont pas d'eau au robinet. Il est temps aujourd'hui qu'on demande la part de la richesse qui nous revienne et qu'aujourd'hui, une partie de ces ressources serve à financer l'éducation, serve à financer notre système de santé, serve à financer aujourd'hui l'apprentissage pour les jeunes. Une grande partie de notre population qui est analphabète, 75% de la population est jeune, et il faut que ces jeunes ne soient pas des laissés pour compte. Il faut qu'on travaille pour ces jeunes, pour que ces jeunes arrêtent de prendre les routes de l'Europe et viennent servir de repas aux poissons dans la mer Méditerranée. Il est temps aujourd'hui que nous soyons conscients de cela et il est temps que nous nous battions pour le développement économique et social de notre pays. Monsieur Lansana Kouyaté, abrata mansia manqué politique do. Mais à Donimbo Menkono bi, Mentoko coalition men, des patriotes pour le réel changement en Guinée, à Doni Hera Bonnekono. En Amène Soronimbo Menkono, le bralité Sidika faut qu'il changement yeke la Guinée. Changement mendi la Guinée denimbe mon enfant. Au baquet, nda fo jelimuso yi toli ikakamu menta sisenka fo. Ou fo wati nala 2020 batambi car son changement braquet wotmana andikandima kapamberefo. Je remercie donc l'ensemble de ceux qui ont fait le déplacement pour venir honorer de leur présence cette conférence de presse. Je suis leader du parti de l'Union pour la démocratie et le développement UDD. Pourquoi démocratie? Pourquoi développement? Parce que tous les problèmes que nous rencontrons en Guinée sont dus au déni de démocratie. Parce qu'aussi longtemps que nous ne pourrons pas mettre en place les hommes choisis par le peuple, en respectant la procédure électorale, en respectant le verdict des urnes, c'est le chaos que nous connaissons aujourd'hui, que nous continuerons de connaître. Alors mon parti, il s'inscrit dans l'unité nationale. Parce qu'aussi longtemps que nous ne parviendrons pas à réunir tous les Guinéens, sans exclusive, aussi longtemps que nous ne parviendrons pas à balayer toutes les frontières régionales, géographiques, linguistiques, ethnocentriques, pour faire la Guinée une famille facile à mobiliser, une famille que nous pouvons éduquer pour les valeurs de la Guinée. Une famille à laquelle l'éducation à la citoyenneté, n'est-ce pas, va être donnée pour leur faire connaître leurs droits, leurs devoirs.
pour leur dire qu'ils sont le pouvoir. C'est eux le peuple qui donne le pouvoir. Ils ne peuvent pas donner, leur décision ne peut pas être confisquée, parce que ceux qui confisquent leurs décisions sont ceux-là qui se retournent après pour taper sur le peuple. Donc l'union est l'élément numéro 1, l'application de la démocratie est l'élément numéro 2, mais on ne peut pas appliquer la démocratie sans état de droit. Donc le retour de la loi et de l'ordre en Guinée devrait être une priorité. L'instauration d'une véritable démocratie, une démocratie inclusive et apaisée, devrait être la deuxième priorité. C'est lorsqu'on aura réussi ça, lorsqu'on aura créé un climat politique et social stable, qu'on pourra parler de développement. Parce qu'il n'y aura pas de développement sans paix et sans sécurité. Il n'y aura pas paix et sécurité sans justice. Il n'y aura pas de justice aussi longtemps que la séparation effective des pouvoirs ne sera pas une réalité en Guinée. Or, malheureusement, le pouvoir judiciaire, qui est l'autorité protectrice de nos libertés, est aujourd'hui sous l'exécutif. Le pouvoir judiciaire doit être indépendant. Les institutions républicaines doivent être mises en place. La haute cour de justice doit être mise en place en priorité pour que nul n'échappe plus à la loi, pour que nul ne se mette au-dessus de la loi. Cela dit, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je me rabattrai un peu sur le secteur minier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de développement économique dans notre pays, la chance de la Guinée, c'est d'avoir eu ce don de toutes ces richesses naturelles, les richesses minières, leur diversité et leur immensité. C'est ce qui met la Guinée au-dessus de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais cet avantage comparatif ne servira pas à la Guinée et à sa cause aussi longtemps que nous ne parviendrons pas à procéder à l'exploitation rationnelle de nos immenses richesses. Nous avons le gisement de fer le plus ancien de son type, dont l'exploitation pourrait donner des revenus de près de 140 milliards de dollars américains, que nous ne parvenons pas à exploiter jusqu'à présent. Parce que malheureusement, il y a la corruption en amont et en aval. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique forte. Parce que les décideurs politiques ne prennent pas leurs responsabilités avec courage. Ils ne négocient pas de la meilleure manière en protégeant les intérêts de la Guinée. Il y en a qui peuvent recevoir des investisseurs, au lieu de les encourager et de leur souhaiter la bienvenue pour qu'ils investissent chez nous, qui sont capables de leur demander une enveloppe dès leur arrivée. Il y en a qui se disent, comment peut-on investir dans ce pays quand on nous demande dès notre arrivée une enveloppe de 200 000, 300 000, 400 000 dollars pour monsieur le ministre? Qu'est-ce que nous deviendrons une fois que nous aurons mis notre argent ici? Il y en a qui repartent et qui ne reviennent plus jamais. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la mise en valeur des gisements du Monnemba. D'abord parce que l'enclavement fait qu'il faut réaliser un chemin de fer de plus de 1000 km qu'on appelle le Transguinéen. Parce que les investisseurs qui viennent se préoccupent plutôt de mettre en place le lourd financement lié au développement de la mine. Et ils ne sont pas prêts à prendre en charge la mise en place d'une infrastructure ferroviaire qu'ils considèrent être à la charge de l'État. Et alors, jusqu'à aujourd'hui, ces gisements n'ont pas été exploités. Ce qui est arrivé dans la délivrance des permis miniers à différentes sociétés, ce qui est arrivé du point de vue corruption, pourquoi jusqu'à maintenant nous ne bougeons pas ce projet? Je ne rentrerai pas dans ces détails. Je viendrai au côté bauxite, qui est un problème brûlant aujourd'hui. La bauxite de la Guinée est non seulement la plus riche du monde, mais c'est la plus immense du point de vue réserve. À ce jour, nous connaissons plus de 40 milliards de tonnes de bauxite exploitables. Et je vous dis que ces réserves peuvent changer de volume, parce que le volume des réserves est calculé sur la base d'une teneur de coupure. Et cette teneur de coupure, elle est définie pour dire qu'à partir de ce seuil, la bauxite peut être classée comme réserve économiquement exploitable. En dessous de ce seuil, on considère que dans l'immédiat, ce n'est pas économiquement exploitable.
Or, avec l'expansion économique mondiale, il viendra un jour où la bauxite se raréfiera, où on descendra la maille de coupure et qu'on prendra d'autres réserves qu'on avait exclues jusqu'ici. Cela montrera nos réserves. Je voudrais vous dire qu'on devrait revoir la politique minière. Parce que la politique minière en Guinée n'est pas en faveur d'un développement de ses richesses de façon rationnelle, de façon à servir les intérêts des Guinéens. Le premier intérêt de la Guinée, c'est de privilégier la transformation sur place de ces réserves pour nous permettre d'accéder à la valeur ajoutée, pour nous permettre de développer le tissu industriel, pour nous permettre de créer des emplois aux Guinéens et des revenus, pour nous permettre donc de donner un pouvoir d'achat au peuple de Guinée, pouvoir d'achat grâce auquel l'économie peut être relancée par la consommation. Alors aujourd'hui, malheureusement, on privilégie l'exportation de la bauxite brute. Cette bauxite brute exportée, dans le meilleur des cas aujourd'hui, ne nous rapporte pas grand-chose. Parce que maintenant que le prix a augmenté, on est autour de 45 $ la tonne. Mais vous avez besoin de 4 tonnes de bauxite pour 1 tonne d'aluminium. Les 4 tonnes de bauxite donc vous rapportent aujourd'hui 180 $. Nous sommes sortis du circuit. Et ces 4 tonnes transformées à l'extérieur donnent 1 tonne d'aluminium qui, elle, est vendue aujourd'hui à 4 milliards $. Les minerais associés qui partent aussi. Les minerais associés qu'ils récupèrent là-bas, nous exportons de la bauxite brute, mais cette bauxite brute va avec des minéraux associés qui sont récupérés là-bas, qui sont d'une importance capitale. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'en acceptant aujourd'hui, d'abord je voudrais tirer le chapeau à la Chine pour leur collaboration, le soutien historique et traditionnel que la Chine, la Russie, l'Union soviétique à l'époque, les pays socialistes ont donné à la Guinée quand elle était sous embargo au premier jour de son indépendance. Elle a volé au service de la Guinée. Nous lui devons reconnaissance et respect. Et c'est à cause de ça que nous devons leur vendre des contrats réalisables, des contrats faisables. Quand nous acceptons aujourd'hui un contrat de 20 milliards $, contre ressources minières, qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce contrat, selon ce qu'on a jusqu'ici obtenu, il y a près de 6 milliards $ 6 milliards de tonnes de bauxite. Et je vous apprends que la CBG, à la date d'aujourd'hui, n'exporte pas plus de 17 millions de tonnes par an. Si vous prenez un total de 50 millions de tonnes de bauxite exportées par an, pour exporter 60 000, qu'est-ce que je dis, 6 milliards de tonnes de bauxite, calculez un peu, il vous faudra au-delà de 100 ans. Pendant ce temps, je voudrais vous dire qu'on exporte la transformation sur place, la transformation de la bauxite. On exporte la valeur ajoutée. On exporte la création d'emplois. C'est en Chine ou ailleurs, là où la bauxite tombe, que cette plus-value-là va être réalisée. La Guinée continuera à recevoir les maigres recettes liées à la vente de la bauxite brute. Il n'y aura pas d'emploi pour nos travailleurs. Ceux qui ont l'habitude de se partager ces revenus vont continuer à se les partager. Les Guinéens vont continuer à sombrer dans la misère. Pendant qu'on parle aujourd'hui du démarrage des pays les moins avancés, nous devions parler de tirer la Guinée du trou dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Le marché de l'alumine est un marché fermé. Vous devez négocier, obtenir l'acheteur de l'alumine avant de la produire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi longtemps que la Chine produira l'alumine et de l'aluminium à partir de la bauxite guinéenne, même si nous avions les moyens de produire de l'alumine, nous n'avons pas à vendre cette alumine. Parce que la Chine occupe le marché de l'alumine et de l'aluminium. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que si nous acceptons d'exporter de façon exclusive la bauxite brute, pendant que l'Australie, l'Indonésie, la Malaisie et le Brésil ont mis un terme à l'exportation de cette bauxite brute, en considérant que la valeur ajoutée, le développement du tissu industriel auquel aspire la Chine, leur peuple, leur pays aspire au même bien-être, si nous nous acceptons de prendre le relais, nous compromettons à jamais le tissu industriel de la Guinée. Si nous acceptons de prendre ce relais,
ça veut dire que nous renonçons à l'industrialisation de la Guinée. Qu'est-ce que je propose en place? Je ne voudrais pas me limiter à des critiques. C'est que pour rendre service à la Chine, en reconnaissance des services que la Chine nous a rendus, nous sommes prêts aujourd'hui à alimenter en bauxite brut les raffineries installées en Chine, celles qui ne sont pas amorties, pour continuer à leur donner de quoi survivre. Mais en retour, nous exigerons que la Chine transfère toutes les extensions de capacité, que ce soit les extensions brownfield, qui consistent à faire une extension des raffineries existantes, que ce soit une extension de capacité greenfield, qui se ramène à la construction de nouvelles raffineries. Nous demanderons à la Chine d'accepter de transférer ces nouvelles capacités en Guinée, pour permettre à la Guinée aussi d'accéder à tous les avantages que j'ai énumérés. Donc on lui donnera la possibilité pour un certain temps d'exporter, de recevoir la bauxite pour alimenter ses usines, mais nous lui demanderons de permettre le développement du tissu social en Guinée, le développement de l'industrialisation en Guinée. Et ça, l'Union pour la démocratie et le développement est à cheval sur ça. Parce que c'est le développement du secteur minier qui nous permettra d'accéder aux ressources financières nécessaires pour financer les autres secteurs de l'économie. Ça ne veut pas dire que nous devons être dépendants du secteur minier qui est à caractère cyclique. Mais ça veut dire que les recettes qu'on peut immédiatement attraper dans le secteur minier, au lieu d'être détournées ou dépensées de façon, si vous voulez, inconsidérée, devraient servir à financer l'agriculture, à financer l'élevage, à financer le tourisme, à financer les nouvelles technologies, à financer la nouvelle industrie, à financer l'éducation, pour former les jeunes. Parce que l'avenir de la Guinée, c'est la jeunesse, et cette jeunesse doit être formée. Parce que nous devons faire en sorte que ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école aient leur formation taillée à leur mesure, pour être des techniciens qualifiés, qui seront les employés de demain. C'est le top départ d'un troisième mandat que veut le professeur Alpha Condé. Je suis en contact avec le président Khalifa Sall. Tout ce qui se passe, c'est pour le mettre hors jeu, le destituer, c'est le mot clair. Comme je le disais hier, le vice-président de la Cour suprême était là, du 9 au 11, en voyant tous les primitifs du droit qui sont sur place ici, pour lui tracer la méthode par laquelle il faut passer pour l'évincer, son président. Il est rentré le 11 et le 12, les commissaires se sont réunis sans le président pour sortir cette décision et essayer de saisir l'Assemblée nationale. Ça a commencé d'abord par quoi? Par la création d'un comité de trésorerie à l'intérieur de la Cour, puisqu'ils ont utilisé toutes sortes d'arguments. C'est par ça d'abord que ça a commencé. Le président, qui ne voulait pas signer ce décret, sans que ça ne soit signé, bon, sans qu'il n'y ait une lettre de la Cour suprême, cela a coïncidé au départ des trois, parce que le renouvellement se fait 3 par 3 jusqu'à la limite des 9 ans. 9 ans auxquels ont droit le président et le vice-président. Mais tout ce qui a été fait est pourri. Depuis que Khalifa Sall, président de la Cour constitutionnelle, a dit, je crois que c'était le 15 novembre 2015, que le président Alpha fait son deuxième et dernier mandat et qu'il ne faut pas qu'il cède aux sirènes qui sont entendues par-ci par-là. Je l'ai mieux formé hier révisionniste. Le plat était sonné. Si vous croyez en ces mensonges, il ne fait aucun doute que personne ne sortira indemne. Le président lui-même se plaignait il y a quelques jours, quand on parlait des 21
millions de dollars spoliés de la Banque centrale. Beaucoup insistent là-dessus, mais moi je dis, mais pourquoi vous insistez tant sur 21 millions? Puisque c'est arracher ces prix d'un compte qui est à Dubaï. Qui gère le compte? Comment il est géré? Vous parlez de 21 millions, ça peut être beaucoup plus. Alors, mon retard était un peu dû à cela aujourd'hui parce que c'est pas fini encore. Khelef Assal s'exprimera probablement demain. Et il fallait encore sonner le tocsin, quelque part ici, pour que vraiment le président Alpha ne soit pas président de la République, président de la Cour suprême, président de l'Assemblée nationale, président de la CENI, président du U, président du A, président du T. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mais notre présence ici, aujourd'hui, c'est pour dire que ceux qui sont autour de cette table se sont fait le serment de ne céder à aucune tentation. Il y a eu beaucoup de coalitions. Beaucoup. Ça se fait, ça se défait. Le président Alpha lui-même a dit, je ne sais pas si c'était en 2011 ou 2012, mais je retiens au moins la place, c'était à Anta. Publiquement, il a dit, dans quelque temps, il n'y aura plus d'opposants. Il l'a dit. On l'a entendu. Et cette opposition se laisse déchirer par tous ceux qui posent comme traquenard, que ce soit argent, que ce soit sentimental, que ce soit... On ne meurt pas deux fois. Quand on est engagé pour le peuple, peut-être qu'on peut dévier de son chemin, mais écoutez, la Guinée et les Guinéens ont trop souffert. Il est temps d'arrêter tout ça. C'est pourquoi j'ai hésité, hein, je vous le dis très honnêtement, parce que j'ai essayé d'autres coalitions. Mais partout, c'est après la déception. Je voudrais porter haut la voix de cette coalition, la PPRC, pour dire que nous sommes déterminés. Ceux qui pensent que nous serons divisés ont tort. Ceux qui pensent que nous allons abdiquer ont tort. Ceux qui pensent que nous allons céder à la tentation de la facilité de l'argent ont tort. C'est à ce prix. Renonçons à nous-mêmes et adhérons à ce qui peut faire le bonheur du peuple. Tous les partis politiques, même la société civile, malheureusement, elle est composée aussi des mêmes. Il y en a qui sont bien, il y en a qui ne sont pas bien. Vous allez chercher partout, vous trouverez des gens, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, ce sont les photos de 40 dames qui étaient cancan pour aller, soi-disant, réconcilier les frères de Mandingue avec le professeur Alpha. Ils ont averti, je leur ai dit, ne mettez pas mon nom là-dedans. Elles ont juré qu'elles n'étaient pas de connivence. Je dis, je n'ai même pas besoin que vous juriez. Je veux simplement vous dire que je ne veux pas être associé à ça. Un, je ne serai jamais, jamais ethniciste. Deux, vous allez vers un homme que vous ne connaissez pas parce qu'il vous a déjà acheté. Elles sont parties. Elles ont séjourné là. Elles ont fait toute la mamaya qu'il fallait, aller dormir même dans les mosquées pour montrer qu'elles sont neutres, elles ne veulent pas de l'argent de ceci ou de cela. Finalement, quand elles sont retournées, elles avaient déjà préparé des posters à l'effigie du président de la République, à mon effigie, à l'effigie d'autres, pour aller placarder sur les murs à Cancan pour dire les frères se sont retrouvés. Vous voyez que c'est une forme de corruption.
Je leur ai dit, heureusement, notre chance a été que nos militants ont retrouvé la nuit. Et ils leur ont dit, vous déchirez vous-même, sinon on brûle les véhicules dans lesquels c'est. Et même là où vous placardez, on va détruire. La corruption n'est pas que dans le pépinière. La corruption, il peut passer par tous les moyens. J'ai trop subi ça, d'ailleurs. Alors, je ne veux pas être long, mais c'est d'abord déterminer la volonté de tous ceux qui sont devant nous. Et beaucoup attendent déjà en Guinée pour venir. Mais nous allons tamiser. Nous allons tamiser, doublement tamiser. Parce que nous savons qu'au gré des associations, des coalitions, il fait rentrer le virus. Qui pourrit le corps. Et puisqu'on ne le veut pas, alors il faut être vigilant. C'est ce que je dis à mes frères et à ma nièce. Il faudrait que nous soyons vraiment solides. On va rentrer en Guinée. Nous rentrerons et nous nous battrons. Je m'excuse d'avoir commencé par ce préambule et de venir maintenant au sujet. Je parlerai très peu de ça d'ailleurs. Comment faire pour passer d'une gouvernance chaotique à une bonne gouvernance? La gouvernance, n'allons pas dans des définitions académiques. Ça sera trop parce que les académiciens ont tendance à se diviser sur tous les sujets. Réfléchir, concevoir, décider, appliquer, contrôler l'application, si c'est conforme à la décision prise. Ça, c'est le process de toute gouvernance. Mais n'allons pas dans ça. Pourquoi on parle de gouvernance chaotique aujourd'hui? Avons-nous la sécurité? Non. Combien de personnes sont mortes, assassinées, sans qu'on ne sache jamais ce qui leur est arrivé? Il y a un pied là-dessus. Avons-nous la santé? Les deux hôpitaux les plus grands de la Guinée, je le dis souvent, c'est Eyasdin et Donka. Construits depuis la colonisation. C'est les deux plus grands toujours, à ce jour-là. Celui qui est un peu malade, on dit qu'il faut l'envoyer l'évacuer au Maroc. Ou à Dakar. Ou bien à Bamako, ou en Côte d'Ivoire. Indépendant, la célébration des 60 ans d'indépendance, c'est dans quelques jours. C'est le 2 octobre. Pas de santé. Nous avons une éducation. Et le plus grave, c'est que le Guinéen ne se nourrit pas à sa faim. On vole des marmites chez vous. Tout cela assis sur quoi? Sur une république qui n'est pas démocratique. Notre république doit avoir un autre nom, mais ce n'est pas une démocratie. Tout ce qu'on dit comme programme, c'est contenu dans 3 mots. Travail, justice, solidarité. C'est la devise de notre pays. Travaillons, mais pour travailler, il faut créer les conditions du travail. Ceux qui volent, c'est ceux qui s'enrichissent. Il y en a qui travaillent, les menuisiers, les maçons, les mécaniciens. Tout ce travail, que ces gens abattent des travaux herculiens. Mais en fin de compte, ils courent toujours après. Et la culture, on en a. Et il faut, quand il y a une manifestation, les membres du gouvernement ou d'autres viennent pour essayer de leur jeter quelques monnaies et ils se contentent de ça. C'est ça le développement culturel. Les crises ont commencé, les crises économiques mondiales ont commencé depuis la crise des tulipes en Hollande. Mais c'est l'industrie culturelle qui a toujours été le vecteur qui a permis de sortir de la crise. La Californie, c'est un pays, c'est un État, je veux dire, des États-Unis. Mais au classement mondial,
en ne tenant pas compte de la fédération américaine, en prenant État par État, la Californie est au 7e rang mondial. Ça, c'est grâce à la culture, à l'industrie culturelle, qu'on ne peut pas créer. Et que dire de l'environnement? Que dire de l'environnement? La géographie, la carte géographique de la Guinée doit être refaite. Parce qu'il y a des cours d'eau qui ont disparu. Et quand ça disparaît comme ça, dès qu'il pleut un peu, le lit n'étant plus là, ensablé, totalement éboué, l'eau se déverse sur la ville. C'est ce qui est en train d'arriver au moment où je vous parle. Combien viennent de périr ces jours-ci? À Gawal, pas seulement à Gawal, dans les villages de Kouroussa, à Kankan, à Mandiana, un peu partout. Et les ponts, nos ponts qui cèdent. Le pays s'enclave de l'intérieur. On ne peut plus joindre. Pourquoi Mandiana s'est révolté hier? C'est parce que c'est une route que je connais très bien. Mandiana n'est plus lié à aucune ville de Guinée. C'était d'ailleurs au moment où j'étais sur l'émission, c'est moi qui leur ai dit, au moment où on parle de Mandiana, les gens de Mandiana sont dans la rue. 9 morts, 9 blessés et 1 mort. La villa du nouveau préfet brûlée par les jeunes. Et dès après ça, Kerouané a suivi. Nous sommes dans une situation grave. Quiconque n'a pas mesuré la gravité ne saura pas prendre l'engagement fort de s'oublier soi-même pour se donner au pays. C'est simple. Le gouvernement la gouvernance est chaotique parce que le gouvernement est la source de ce chaos. Il faut vouloir. Comment quitter une situation chaotique pour une situation vertueuse? Il faut d'abord que ceux qui gouvernent le veuillent. Le Ghana était dans les années 80 à une étape pire que celle qu'on a aujourd'hui. Mais il a fallu que Rawlings vienne. Il a mis de l'ordre. Tout ce qui est venu après, c'est parce qu'il a accepté de faire le sale boulot. Au prix même de la vie de son propre cousin, qui a été tué parce que la justice en a décidé ainsi. On ne peut plus refaire l'histoire, on ne peut plus faire la même chose. Mais il y a les voies pour arrêter la corruption, la gabegie. Or, aujourd'hui, c'est fait à ciel ouvert. C'est fait même pour heurter les plus pauvres. Si les gouvernements acceptent et sont prêts à ne pas tricher. M. Barry a parlé des mines. La Chine sait ce qu'elle veut. Elle est la première puissance qui a donné le meilleur exemple du transfert de technologie. Airbus veut acheter des Airbus. Airbus le sait, ils disent il faut venir installer vos équipements, une usine de montage ici. Aujourd'hui, ils ont leur propre avion, qui est une combinaison de Airbus et de Boeing, parce qu'ils ont fait la même chose aux Américains. Ne blâmons pas la Chine. C'est bien. Elle fait la promotion de l'Afrique dans une certaine manière. Elle prouve que l'Afrique n'est plus le monopole des pays traditionnels. Mais si nous faisons les mêmes erreurs, même avec la Chine, on se mordra les doigts. Ça ne dépend que de nous. Chevalier l'a dit. La Guinée est en voie de désindustrialisation. Frigia a disparu. Pourquoi? Guinoma, pourquoi? Toutes les entreprises qui ont disparu entre-temps, faisons le compte. Vous allez voir que c'est gravissime. Alors, mesdames, messieurs, quand on se laisse à la parole, ce n'est plus vous qui la maîtrisez, c'est elle qui vous maîtrise. Nombrocar dit qu'un discours n'a pas besoin d'être immortel parce qu'il est éternel. Et moi, je ne prétends ni à l'immortalité, ni à l'éternité. C'est ça de poser des questions.
et pour les journalistes qui sont là, je sais qu'il y en a qui ne sont même pas de ce continent. Posez toutes les questions que vous voulez. Nous sommes prêts à répondre dans la sincérité, dans la loyauté du langage et dans la fermeté du langage. Mais on ne peut rien faire sans le peuple de Guinée, sans vous autres aussi. On ne peut pas continuer, comme je le disais, on ne peut pas accepter que dans un pays qu'on nous promette des usines de biscuits et qu'on applaudisse. C'est qu'il y a un problème. Et Norbert Zongo disait que le pire, ce n'est pas la méchanceté des mauvais, mais le silence des bons. Alors si vous êtes bons, engagez-vous pour une Guinée meilleure. Je suis Faya David Ouamouno. Je suis, pour peut-être certains qui ne me connaissent pas, ancien syndicaliste de la FESABAG. J'ai été pendant 11 ans secrétaire général chargé de la communication. Je suis là actuellement et je fais des études. D'abord, je voudrais vraiment saluer l'initiative que vous avez eue pour cette coalition. Parce que le mouvement au nom du peuple, on l'a suivi, et moi je l'ai suivi à travers une amie de classe. J'ai beaucoup salué le mouvement. Et apprendre que ce mouvement aujourd'hui est en train de faire en sorte que des partis politiques qui ont prétendu pour le pouvoir en Guinée, sont en train de se retrouver, se donner la main, casser les barrières politiques pour défendre ce pays. Franchement, j'ai trouvé ça salutaire. Et donc je vous tire le chapeau. Ce que je voulais dire, j'ai écouté tout à l'heure l'objectif de du mouvement non du peuple, que d'ailleurs je vais adhérer parce que je trouve salutaire. Vous avez parlé de beaucoup de choses et les exposants ont parlé d'autres choses aussi. Mais je voudrais vous donner juste une anecdote avant de vous donner ma pensée. Vous savez, quand il s'agit en Guinée de la grève pour la diminution du prix du carburant en 2015, vous vous rappelez, les syndicats avaient engagé le mouvement. Et vu notre engagement, parce que le secteur financier, les banques, assurances et microfinances, dont j'étais le porte-parole, lorsqu'on s'associe à un mouvement en Guinée, ça a de la force. Parce que quand les banques sont fermées, le pays est paralysé. Et à cette occasion, le président, quand il avait appris qu'on prenait part au mouvement, il a eu peur et nous a convoqué un dimanche. Il a convoqué les leaders, et dont j'étais là pour assurer la communication à tout le secteur. Arrivé dans la salle, on était peut-être une centaine à la présidence. Vous savez bien, pour ceux qui connaissent, à la présidence, on ne rentre pas avec aucun téléphone. Et donc, on était coupé du monde. Et pendant qu'il devait nous recevoir, il a d'abord pioché les leaders. Amadou Diallo, Lumbemba, Souaboulaye, qui était mon homme proche, il les a amenés dans son bureau à lui. Et nous, on était dans la salle. On était une centaine. Tous les leaders, tous les secteurs confondus. Et pendant, ayant fait 10 à 20 minutes, sans réponse de leur part, je ne sais pas si c'est l'instinct patriotique qui m'a animé ou c'était une folie, parce que c'est après que j'ai compris que c'était une folie. Je me suis levé dans la salle, j'ai dit, mais écoutez, mes aînés syndicalistes et autres, parce que moi j'étais dans le syndicalisme grâce à Fofana personnel, j'ai dit, mais est-ce que vous comprenez que nous sommes aujourd'hui en train de tuer le syndicalisme en Guinée? Ils me disent, mais comment? J'ai dit, vous savez que nous avons engagé un mouvement pour la diminution du prix du carburant. On nous envoie, nos leaders sont pris en aparté avec le président. Nous, on est là assis. Alpha Condé a dit qu'à la fin de son mandat, il n'y aurait pas de parti politique, il n'y aurait pas de syndicat. Aujourd'hui, on joue le sort du syndicalisme. Ah, comment j'ai dit, mais il ne faudrait pas qu'on accepte que partout dans le monde entier, le baril est vendu en deçà de $50, que le prix ne diminue pas. Il faut qu'on se réveille. Tout de suite, le sursaut a pris toute la salle, tout le monde a crié, et ce sont nos cris qui ont fait qu'ils ont rappliqué rapidement. Ils sont venus, et dans la salle, tellement que le sursaut était fort, on l'a laissé assis sur la table, et on est sorti de la salle, avec un courage, parce qu'on n'a pas eu peur. Pourquoi je vous donne cet exemple? C'est pour qu'on comprenne ensemble qu'aujourd'hui, on a besoin d'exemplarité. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui osent, mais que nous aussi nous élevions. Le président Kouyaté vient de parler de Kéléfa-Sall. Ça peut être l'une des actions qu'on peut mener aujourd'hui. Grandir ce monsieur. Que le monde entier en parle. Que les grands médias en parlent. Parfois on entend parler de quelques d'autres problèmes. Les 21 millions de dollars. Pourquoi nous qui sommes là, vous savez bien que même lui, Alpha Condé, pour accéder au pouvoir, c'est à Paris, ici, les réunions se tenaient. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être là, et c'est nous d'ailleurs qui nourrissons les familles qui sont en Guinée. Aujourd'hui, le peuple a peur.
Les gens ont faim. Même si on engage un mouvement aujourd'hui, qui est-ce qui va sortir, perdre toute une journée sans manger, ou se faire tuer sans qu'il n'y ait rien? Moi je pense que les actions qu'on peut mener, on peut par exemple voir la CPI, pour voir les tirs qui sont passés. Pourquoi ne pas allumer ce mouvement? Et à chaque fois qu'on entend tous les dirigeants de la Guinée, pourquoi ne pas engager des poules d'avocats qui peuvent engager les dossiers, parce que les associations ont cette opportunité. J'ai beaucoup de choses à dire, mais puisque je me porte adhérent au mouvement, aujourd'hui la question est que quelle action concrète le mouvement, la coalition compte mettre en place pour que vraiment les Guinéens soient rassurés. Monsieur, nous vous souhaitons la bienvenue au sein du mouvement. C'est toujours un plaisir de rencontrer des jeunes comme vous. Et cette coalition ne fera pas qu'une action, mais des actions. Parce que le but, c'est le pouvoir. La meilleure façon de changer les choses en Guinée, c'est d'avoir le pouvoir. Et dans cette coalition, vous et nous, donc maintenant, nous sommes dans le même mouvement. Nous avons les meilleurs pour la Guinée. Donc nous parlerons d'action. Maintenant que vous serez dans le mouvement, on parlera du futur, des stratégies à mettre en place, et voilà, dans le cadre de nos futures actions. Merci encore et puis bienvenue au sein du mouvement. Je rajoute par rapport à la manifestation de lundi, on est associé avec les forces de Guinée pour aller devant la Cour constitutionnelle, et parce qu'ils décident que Khalifa Sall ne va pas accéder à son bureau. Et nous disons non, il est là, il va rentrer dans son bureau, il va faire son travail, parce que c'est un homme honnête, c'est un homme de droit, c'est un homme patriote, c'est quelqu'un qui veut le bien de la Guinée. Voilà, donc nous nous battons à ce qu'il ait accès à son bureau et à ses dossiers. Merci. Djoubaté Mamadou, il faudrait, la première action qu'on peut mener, il faudrait qu'on sache quels sont les dossiers qu'Alpha Condé a utilisés en 1993 pour être candidat. Parce que je sais ce que je dis, c'est moi qui ai fait le contre-tract qui avait circulé, qui était d'origine burkinabé, tout ça, j'ai fait le contre-tract. On a dit que sa maman était de Syrie. Et Alpha, en 2010, dit que sa maman est de Bokeh. Donc, il faudrait saisir les tribunaux guinéens pour savoir s'il n'y a pas de contradiction entre les deux dossiers. Parce qu'il fait une crise au Conseil constitutionnel. Donc, ramenons une deuxième crise. Donc, le concernant, il va être très préoccupé. Parce que je connais, je l'ai pratiqué pendant 3 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Je suis parti parce que ce qu'il fait là, je savais qu'il va le faire. On m'insultait la nuit 2 fois, 2 h du matin, 3 h du matin, je me réveillais. Mais je leur ai dit que vous allez voir ce que vous allez voir. Donc il faudrait saisir les tribunaux guinéens pour comparer les deux dossiers. Parce que c'est troublant. Il dit que les sous sont ses oncles. En quoi? Donc il faudrait qu'on sache. Moi je pense que c'est une première action. Vous mettez une crise sur une autre crise. Et là, ça va préoccuper. Merci. Mon nom est Diallo Mamadou Diandia. Je suis né à Kamsa, dans la cité industrielle. Je suis ingénieur de mine, formation. Je remercie tous ceux qui ont intervenu. Et j'ai particulièrement 3 questions à poser à M. Paris et à M. Sow, ainsi que M. Piaté. La première. Pour M. Paris, vous avez parlé de travailler avec les Chinois, c'est-à-dire essayer d'exporter la bauxite aux Chinois. Moi, je vais prendre un exemple par rapport aux Chinois. J'ai grandi dans la société minière de Kamsa. Donc, tout récemment, je suis parti en vacances en Guinée, à Kamsa, à Bokeh. Et j'ai vu l'exploitation sauvage de la société qui s'appelle SMD à Bokeh. Partout qui passe, partout sur la route entre Kamsa à Bokeh, elle est petite, elle était faite pour des voitures, des petites voitures. Tu vois les camions traverser comme si c'était dans je ne sais où. Et le climat à Kamsa, c'était un excellent climat. Avant, quand je partais en Guinée, je courais vite pour rentrer à Kamsa. Je partais vite de Conakry comme ça pour aller me reposer, pour avoir un bon climat. Mais cette année, qui c'est pas longtemps, en septembre 2017,
Le Kamsar, dès qu'on a appris à Kamsar, j'ai vu que Kamsar était pire côté climat. On n'arrivait même pas à dormir. Il y avait plus d'eau dans les puits, là où on puisait de l'eau. Moi je me dis, certes les Chinois ils sont quelque part bons de travailler avec eux, ils sont avec l'Afrique. Mais si travailler avec un Chinois c'est comme ça, il va falloir réfléchir. Donc sur ces côtés, je reviens à M. Kouyaté. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans tous les pays du monde. La plupart des pays, chaque pays défend ses intérêts. M. Kouyaté a intervenu, heureusement en tout temps aussi, il a parlé de transfert de technologie. Les Chinois, lorsqu'ils ont demandé à Airbus, qu'ils vont acheter des avions à Airbus, ils ont demandé à ce que les Français aillent construire l'usine là-bas. Donc ça permet le transfert technologique. Mais en Guinée, d'abord, si les Chinois ne sont même pas capables de transporter la bauxite dans des trains, tu vois des sociétés sauvages qui viennent, des camions qui viennent partout, qui courent, qui transportent la bauxite, tu ne sais pas d'où ça vient, d'où ça part. Moi j'ai étudié à Bokeh, j'ai fait mon école d'ingénieur à Tamakene. Mais je me dis c'est désolant pour mon pays. Et c'est l'une des causes qui m'a engagé, qui m'a poussé à m'engager. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment nécessaire de travailler avec les Chinois? Et si oui, comment comptez pour travailler avec eux de façon intelligente? Donc, ma question à M. Sow, vous avez parlé parmi vos 3 points de l'émancipation des jeunes. Je pense que ça c'est un point clé pour le Guinéen. Parce que le Guinéen, d'abord, disons, il n'y a pas assez d'émancipation au niveau de la jeunesse guinéenne sur place. Moi, je ne parle pas de la diaspora et autres. Pour comprendre ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon pour eux. Quelle stratégie avez-vous mis en place avec votre groupe pour travailler sur ce plan-là? Parce que ça, c'est un plan très important. Une population bien émancipée. C'est pourquoi on dit souvent une femme très bien émancipée, on a toujours des enfants excellemment émancipés. Donc avec l'émancipation, on ne peut pas les tuer, ces personnes-là. Donc voilà. Et à M. Kouyaté, je vous remercie très bien. Je suis très ravi de faire votre connaissance. Et je voudrais savoir, parce que c'est quelque chose qui me préoccupe réellement. La Guinée, nous sommes dans un pays actuellement. Je suis né en Mascotte, je suis peu. J'avais des amis de Malinké, Baga, tout le monde. J'avais jamais vu autant d'écart entre les populations, autant de clivages dans ce pays qu'actuellement. Depuis 2011, j'ai quitté le pays. Depuis 2011, je ne fais pas deux ans maximum sans rentrer. Mais chaque année que je rentre, je vois des barrières entre les ethnies et autres choses. Donc, pensez vous, M. Kouyaté, à travers vos discours, pour nous aider à éradiquer cela. Je ne sais pas quels sont vos moyens, parce que vous connaissez bien le pays, vous avez travaillé dans ce pays, vous avez servi ce pays. Et vous avez certainement fait une partie de votre parcours scolaire dans ce pays. Qu'est-ce que vous comptez pour... Parce qu'on a eu 8 ans de clivage, 8 ans de division. Qu'est-ce que vous comptez pour éradiquer ça? Merci monsieur pour votre question. Je voudrais dire qu'il y a certainement un petit passage qui n'a pas été clair. J'ai dit que nous devons à la Chine respect et reconnaissance. Et que pour cette raison, ce n'est pas parce que nous leur devons respect et reconnaissance que nous allons exporter la transformation de nos ressources minières en Chine pour leur donner l'opportunité de développer la Chine, de créer les emplois aux Chinois en sevrant notre peuple, en sevrant la Guinée de la valeur ajoutée, du développement du tissu industriel, n'est-ce pas, et des emplois aux Guinéens. J'ai dit qu'on peut couper la poire en deux. Nous pouvons accepter de continuer à approvisionner la Chine en bauxite pour alimenter leurs raffineries qui sont déjà en place, qui ne sont pas amorties. La durée d'amortissement d'une raffinerie, il faut compter un maximum de 15-20 ans. Mais pour mettre en valeur, pour exploiter les 6 milliards de tonnes dont il est question dans cet accord cadre, il faut plus de 100 ans. Mais pendant qu'on alimentera leur raffinerie en bauxite,
nous exigerons à ce qu'ils soient construits en Guinée et immédiatement des raffineries sous forme d'extension Greenfield. Et qu'au fur et à mesure que leurs raffineries vont être amorties, au lieu de faire leur extension en Chine ou alors construire de nouvelles raffineries, ils viendront construire les capacités dont ils ont besoin pour leur économie en matière d'alumine et d'aluminium. Ils viendront les construire en Guinée. Parce que nous avons le potentiel hydroélectrique nécessaire pour alimenter des fonderies d'aluminium, parce que l'alumine n'a pas besoin de consommation électrique élevée, sans compter que la production électrique dans une raffinerie est endogène. Elle est produite à l'intérieur par le système Bayer. Je ne reviendrai pas dans les détails. On ne peut pas aujourd'hui sevrer séance tenante la Chine pour deux raisons. La première, c'est que nos dirigeants eux-mêmes ont besoin d'un peu d'argent pour tourner la machine, pour payer même les salaires. La deuxième, c'est qu'on se serait comporté avec la Chine comme si on ne la connaissait pas. Mais leur donner de la bauxite, de quoi continuer à nourrir leur raffinerie, c'est de leur dire que nous leur restons reconnaissants pour le soutien qu'ils nous ont donné au moment où on en avait besoin. C'est pour leur dire qu'ils restent nos alliés traditionnels. Ils sont en train aujourd'hui de développer, n'est-ce pas, un barrage hydroélectrique sur Soapiti. Alors que ces barrages hydroélectriques qui étaient là, on a eu besoin de les développer depuis l'accession du pays à l'indépendance. Tout le monde nous l'a refusé parce qu'ils ne voudraient pas qu'il y ait en Guinée, n'est-ce pas, la bauxite et l'énergie adéquate pour développer, n'est-ce pas, des fonderies d'aluminium. On ne voudrait pas que nous ayons une autonomie, pour beaucoup de raisons. Donc, encore une fois, les problèmes qui se posent aujourd'hui, si la Chine est en train de faire une exploitation sauvage, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de dirigeant capable de leur dire ce qui est possible en Guinée et ce qui n'est pas possible. D'abord, la mise en place des infrastructures ferroviaires et routières devrait être un préalable. Malheureusement, c'est du ressort de la Guinée. Mais nous pouvons demander à tous les investisseurs qui veulent exploiter nos richesses en Guinée de mettre en place cet investissement au compte de la Guinée, quitte à se faire rembourser par la Guinée, n'est-ce pas, en cours d'exploitation de la bauxite. Nous prendrons sur les impôts et taxes qui reviendront à la Guinée, ou alors nous allons mettre en location ces infrastructures parce que ces sociétés minières en auront besoin, de la même manière qu'on l'a fait avec l'Anaïm, sans reproduire le schéma de l'Anaïm, parce que là nous étions devant des infrastructures ferroviaires appartenant à la Guinée, où les frais que la Guinée, disons, la location, les frais de location de l'infrastructure routière étaient en dessous des frais d'entretien des installations ferroviaires. Ce qui fait que la Guinée était perdante. Là, nous allons avoir des cadres qui vont évaluer à sa juste valeur, n'est-ce pas, le montant qu'il faut pour les prestations que la Guinée va offrir à ses investisseurs. Les investisseurs vont payer le prix. Et en même temps, la Guinée procédera, si ce n'est pas suffisant, la Guinée procédera au remboursement, n'est-ce pas, des prêts concessionnels qui seront faits pour la mise en place des infrastructures. Si la bauxite est exploitée de façon sauvage à Boké, c'est parce que les autorités du ministère des Mines ne sont pas venues leur dire « Regardez CBG qui a mis des infrastructures routières et portières et ferroviaires en place. Si vous voulez exploiter la bauxite, vous devez suivre l'exemple du CBG. » Et si Boké est dans l'état où Boké est aujourd'hui, sans électricité ni eau, c'est parce que malheureusement, il n'y a pas de volonté politique. On va restructurer le secteur minier. On va commencer par imposer un délai de traitement de toutes les demandes que les investisseurs soumettront à son Excellence, Monsieur le Ministre, pour dire qu'il y a un délai de traitement et que les séances qu'il aura avec les investisseurs seront couvertes par les médias qui se rendront compte de la transparence de tout ce qui se dira entre eux. Le guichet unique sera respecté. Les délais, n'est-ce pas, de mise en valeur des ressources minières seront fixés. La rétrocession, le contrôle, le suivi, la mise en œuvre des conventions minières, la relecture des conventions minières pour voir celles qui sont équilibrées et celles qui ne le sont pas. Le suivi donc de la mise en œuvre de ces conventions minières et la rétrocession obligatoire, n'est-ce pas, de certaines ressources quand
les investisseurs n'ont pas respecté les délais. Et le refus du GEL en octroyant des permis miniers raisonnables qui seront, n'est-ce pas, en fonction d'une étude de faisabilité conduite par les investisseurs pour leur donner exactement les quantités dont ils ont besoin selon l'étude de faisabilité. Pour qu'après avoir conduit des travaux de prospection, après avoir déterminé, n'est-ce pas, le périmètre à exploiter en fonction donc des quantités établies par étude de faisabilité, que le reste du périmètre retombe dans le portefeuille de l'État pour réattribution. Et l'autre conséquence de dire, ok, on vous donne des ressources minières pour 20 milliards de dollars, c'est qu'on donnera à la Chine. Lorsqu'on aura pris leur argent à la va-t-en-vite, parce qu'on a des besoins inépuisables d'argent maintenant, on ne pourra pas dire à la Chine, vous ne choisirez pas les blocs qui vous conviennent, parce qu'on aura bouffé leur argent. Et les Chinois prendront les meilleurs blocs, bien entendu. Et le reste des ressources seront moins, le reste sera moins compétitif pour d'autres investisseurs qui viendront. Et nous aurons fermé la porte à la concurrence. Il faut ouvrir le pays à la concurrence pour voir le transfert des nouvelles technologies, pour voir le transfert de certaines multinationales qui viendront s'installer en Guinée. C'est de cette manière-là que nous pourrons augmenter nos capacités de production. C'est de cette manière que nous pourrons contribuer à accroître la croissance, n'est-ce pas, du produit intérieur brut. C'est de cette façon que nous pourrons développer notre économie. Monsieur Diallo a dit quelque chose qui était très important. Il a dit que le climat avait changé dans sa région, et je crois que c'est une donnée dont on ne tient pas compte dans l'exploitation minière en Guinée, et que l'environnement, on doit impérativement en tenir compte. Si aujourd'hui, là, Monsieur Barry vient de parler de l'exploitation un peu anarchique de nos mines donc dans la région de Bokeh, et donc c'est ce qui a contribué, si j'ai bien compris, au réchauffement climatique dans la région, et donc il y aura des conséquences. Les premières conséquences qui seront liées donc à l'extraction minière sauvage, c'est la diminution des ressources en eau. Ensuite, on ne sait pas aujourd'hui comment sont traités les boues rouges de la bauxite, qui sont aujourd'hui polluantes et qui vont devenir demain un problème de santé publique en Guinée, dont on ne parle jamais, parce qu'on est omnibulé par l'extraction sauvage de nos mines, avec la découpe sauvage des forêts, de nos forêts. Donc il y aura forcément un impact aussi bien sur le climat, mais aussi sur l'agriculture, sur l'élevage, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans la région du Fouta, la sécheresse a été telle cette année qu'il n'y a pas d'eau. Beaucoup d'animaux sont morts, beaucoup de bœufs cette année sont morts. Et au niveau des céréales, on a des rendements qui sont faibles, notamment au niveau du maïs. Donc tout ça a un impact, et on ne doit absolument pas aujourd'hui occulter le problème environnemental quand on donne des permis miniers. On doit comptabiliser les ressources en eau quand les gens font de l'extraction minière, que ce soit au niveau de la bauxite, que ce soit au niveau de l'or. Il est impératif aujourd'hui qu'on dise à toutes les sociétés minières, vous avez un quota d'eau à prendre et vous ne pouvez pas prendre plus. Après, une fois aussi qu'elles ont utilisé l'eau, il faut qu'on sache comment est traitée l'eau avant qu'elle soit redistribuée comme ça dans la nature. Ça, c'est un impératif. Et au niveau de la Chine, moi, je n'ai pas de problème particulier à avoir une coopération avec la Chine, mais je dis attention, aujourd'hui la Chine vient en Guinée, elle ramasse tout, on en a parlé tout à l'heure dans l'exploitation de la bauxite, elle prend tous les minerais associés, mais ça c'est lié à la mauvaise gouvernance, c'est lié à la corruption dans notre pays. Donc tout cela, on doit être vraiment conscient, on doit redéfinir en fait nos contrats avec la Chine, et je pense qu'on doit même mettre un quota de des quantités qui doivent être prises, parce que ce que la Chine est en train de faire, qu'on ne sait pas, c'est bien de lui dire de prendre toute la bauxite qu'elle veut, mais en ce moment ce que la Chine fait, elle est en train de stocker de la bauxite, elle va en stocker pour 4 ans, 5 ans, et puis après elle va tuer toutes les sociétés minières qui aussi produisent de l'alumine, parce qu'après elle aura la capacité de vendre son aluminium beaucoup moins cher. Et donc on va se retrouver avec de nouvelles difficultés plus tard. Donc ça aussi c'est quelque chose dont on doit vraiment faire attention. Aussi bien M. Faya Elongono que M.
Mamadi Douaté, je voudrais les rassurer. On ne fera pas de pilotage à vue. Si on veut aller assez loin, il faut que nous nous asseyions encore. Ce n'est que le lancement aujourd'hui. Pour travailler secteur par secteur et de façon générale dans tous les domaines possibles. Le premier domaine étant d'abord le domaine institutionnel. Comment faire pour que la loi soit respectée dans ce pays? Cela sera fait. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Et M. Douaté a proposé, par exemple, quelque chose. Tout cela sera vu. Mais ne pensez pas que c'est facile. Nous étions dans les marches. Qu'un jour, on devait partir de ma maison. Les présidents de l'UFR, de l'UFDG et moi-même, nous avons dit, j'ai senti, c'était même un instinct, tout le monde est rentré dans sa 4x4. La seule voiture blindée que j'avais, blindage 4, je leur ai dit, rentrons ici, aujourd'hui. Ils disent, mais non, c'est trop bas, puisque c'était une berline. Mais quand on sera, je leur ai dit, quand on sera sur l'autoroute, chacun rejoindra sa voiture. À moins de 500 mètres de chez moi, nous étions tous les trois dans cette voiture. Quand on a mitraillé la voiture, la chance que nous avons eue, c'était une blindée. Et nous étions tous les trois là-dedans. La voiture est là-bas, parce qu'on m'a demandé de réparer, j'ai dit je ne réparerai pas. Un jour, le peuple comprendra mieux. Pourquoi je le dis? C'est parce que après ça, j'ai demandé qu'on porte plainte. L'ONU a envoyé une délégation, filmer, faire des rapports. Nous avons dit donc qu'il faut saisir d'abord la Cour de justice de la CEDEAO, qui est une cour très courageuse, qui a condamné beaucoup de pays, que ça soit exécuté ou pas, mais la condamnation déjà. Mais je vous assure, les avocats ont travaillé, j'étais le seul assis. Les deux autres collègues n'ont pas signé. Donc ça s'est arrêté là. Donc ce n'est même pas seulement recommander des actions, c'est être sûr que l'action sera menée jusqu'au bout. Et M. Mamadou Diallo m'a demandé comment travailler avec les Chinois. Comment les Chinois ont travaillé avec les autres pour s'attirer tous les avantages. La politique extérieure d'un pays, c'est pour défendre l'intérêt du pays. Prenez tous les brevets de la politique des relations internationales, c'est ce que vous allez commencer pour savoir. Protéger les intérêts du pays. Il y a des pays qui le font à l'extrême, mais il y en a d'autres qui le font avec méthode. J'ai été dans un pays africain. J'ai dit au chef de l'État, ah, ton immeuble là, l'immeuble que tu as réalisé, franchement c'est impressionnant. Il m'a dit, c'est toute une histoire. L'appel d'offres a été lancé, les Chinois l'ont emporté. On leur a donné. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des contrôleurs allemands. Il dit au moment où je te parle, quand c'est arrivé au milieu, le premier contrôle est tombé et les Allemands ont dit que cette maison ne résistera pas 20 ans. C'est un président africain. Il dit, quand j'ai montré aux Chinois qui étaient présents, ils sont venus, je leur ai montré. Ils étaient paniqués, ils ont dit de les laisser aller en Chine. Il dit, moi, j'ai dit d'accord. Mais j'ai donné des instructions au ministère qui ne sortent pas. Et à l'heure où je te parle, ils sont tous en prison. Combien le président ose le faire? Et finalement, tout a été repris. Il dit, c'est ce produit que tu vois maintenant. Il faut être vigilant. Les Chinois savent défendre leur intérêt. Et pourquoi pas nous? En fait de mine, la Guinée a les 2 tiers des réserves mondiales, c'est vrai. Mais la Guinée n'est pas la première exportatrice de la bauxite. C'est l'Australie d'abord. C'est la Chine en 2e position. La Guinée et l'Indonésie qui se suivent, selon les statistiques les plus officielles. La Chine a de la bauxite. Elle est productrice au 2e rang après l'Australie. Mais pourquoi elle s'acharne, elle veut importer davantage? C'est pour mieux protéger, c'est comme les Américains. Ils ont une réserve de pétrole, avant même le gaz de schiste. Mais
ils laissaient ça et ils importaient le pétrole pour mieux protéger leurs réserves. En réalité, c'est la politique minière, tout ce dont on a parlé là, donner un quota. J'en discuterai avec les amis. Mais la meilleure politique minière menée en Afrique, c'est le Botswana. C'est le Botswana. La terre, tout ce qui se trouve sous sol est d'abord maîtrisé par les Botswanais. Grâce aux études, on sait, on a de l'or, quelle quantité d'or on a, où ça se trouve. Nous, on est parti sur des schémas. Et ils ont pris. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On parle de la Chine, mais il y a beaucoup de personnes, individualités, qui sont venues, à qui on a donné des réserves, et sans investir, qui sont partis se faire coter à la bourse de Toronto. Avant même l'exploitation, ils ont déjà de l'argent. Ça commence par 0,1 $ l'action, 2, 3. Ils se font déjà de l'argent. Le Botswana, c'est ce que le Botswana a fait au nom de l'État. Sauf du PAMI que vous voyez, c'est moi qui l'ai initié. Quand j'étais Premier ministre, j'ai dit il faut créer une société de patrimoine minier. L'État, par l'intermédiaire de l'office, parce que ce n'est même pas une entreprise, est propriétaire de son sous-sol. On se fait coter à la bourse. Je vous jure, on exploite déjà, on a déjà de l'argent de ceux qui se trouvent sous-sol. Quand Simandou, le débat a commencé avec, comment ça s'appelle, Rio Tinto, j'ai dit Rio Tinto n'a aucune raison de mettre cette réserve de Simandou en marche. Parce qu'il y a la bauxite, comme j'aimais le dire, il y a la bauxite générale et il y a la bauxite de Guinée. La teneur, je veux parler du fer. Le fer de Simandou, sur 30 ans, on tire du sous-sol, on n'a même pas besoin de laver. Sur 30 ans. Tellement la pureté est extraordinaire. Rio Tinto a des milliers de tonnes en Australie. Ils vont se faire concurrence à eux-mêmes? Non. Ils ont fait simplement un investissement de rétention pour geler. Et plus tard, quand ils seront, ça ce ne sera pas à notre temps, parce qu'avant qu'ils ne finissent, peut-être que nous ne serons plus de ce monde. Je ne le souhaite pas pour beaucoup d'entre vous. Mais c'était leur politique. Et je l'ai dit à l'IFRI ici. Il n'y a pas quelque temps, un des journalistes là-bas m'a appelé pour me dire tu avais raison, on doutait, mais c'est exact. Le chemin de fer, le Transguinéen n'a pas été fait. Et on ne parle même pas à l'heure actuelle de l'exploitation du fer de ciment. Donc, avec la Chine, la seule façon de faire, leur demander que les travailleurs d'abord chinois qui viennent soient soumis à test. Il y a des choses là-dedans que je ne peux même pas dire ici. Que ceux qui viennent de Chine, en tant que travailleurs chinois, qu'on les teste. Vous avez en Afrique beaucoup de cas. Je prends la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a fait un immense bâtiment pour les parlementaires. Très beau bâtiment à l'extérieur, mais jusqu'ici non habité parce que c'est fissuré de partout. Demandez aux Ivoiriens, ceux qui ont terminé, les Chinois ont terminé l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Mais cette partie faite, Alassane Ouattara est en train de tout refaire. Il faut des normes. Et pour ces normes, ce sont nos ingénieurs qui doivent se mettre à la tâche. Avec sérieux. Aidés même par d'autres pays. Pourquoi pas? Pour que les Chinois respectent ce que nous voulons. On ne doit pas leur reprocher. Ils défendent leurs intérêts. Nous devons défendre nos intérêts. On ne dit pas non à la coopération. Comme je vous l'ai dit tout de suite, ça a ouvert au moins le regard, l'inquiétude des autres pays. Ah, on aurait dû aujourd'hui, je crois que demain ou après-demain, il doit y avoir une réunion importante dans un pays occidental pour revoir comment revenir en Afrique. Ça, c'est grâce à la Chine. Vous vivez dans un pays où on appelle ceux qui appartiennent à ce pays, à cette nation, on les appelle comment? Français, non? Oui. Avant, il n'y avait pas de français. Avant, il n'y en avait pas. La langue française a servi de motif. La nationalité a été prise ici par décret. Un décret royal. Si j'ai bonne souvenance, c'était
vers le 19e siècle. On a interdit le patois. Les patois ont été interdits. Le français s'est imposé. Et il y a une nation française. Tout est question de méthode. Qu'un peu aime un peu, qu'un poulard aime un peu, c'est normal. Qu'un malinqué aime un peu, c'est normal. C'est pas ça l'ethnicisme. La race, le racisme, c'est de dénier à l'autre son droit et de se sentir supérieur à l'autre. C'est ça le racisme. Et c'est ce qu'on doit bannir dans ce pays. Or, on a un homme dont le gène est à la division. Il ne peut pas construire. Son disque dur, c'est diviser. Et si nous nous prêtons à ça, alors c'est nous qui perdons. C'est ce que je veux dire à Diallo Mamadou Danda. Je vous remercie. La troisième sur le plan de l'exportation de la bauxite. Ça, c'était jadis. Aujourd'hui, l'Australie, l'Indonésie et la Malaisie disent exportation bauxite zéro. C'est la Guinée qui a accepté de prendre le relais du côté de la Chine, qui en plus a CBG qui exporte 17 millions de tonnes par an, qui en plus a la CBK et la société minière de Bokeh qui exporte à leur tour, qui totalisera entre 45 et 50 millions de tonnes. Donc elle prendra le premier rang sur le plan de l'exportation de la bauxite. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que le fait d'avoir autorisé à la Chine d'exporter la bauxite, ça a contribué à la désindustrialisation de la Guinée. Pourquoi? Parce que tous les projets d'usines d'alumine qui étaient montés, tous les projets qui avaient fait l'objet d'études de faisabilité favorables, les investisseurs de ces projets ont dit, vous ne pouvez pas autoriser la Chine à exporter la bauxite et exiger de nous qu'on construise des raffineries ici, avec des infrastructures de base qui n'existent même pas dans votre pays. Vous nous mettez dans une situation de concurrence à notre désavantage. La coalition que nous sommes en train de mettre en place est une coalition gagnante. Et que cette coalition ira jusqu'au bout, jusqu'à atteindre l'objectif final, celui de procéder au changement réel dans la gouvernance de notre pays. Et c'est pour cette raison que je lance un appel au professeur Alpha Condé et à toute son équipe pour leur dire que nous souhaitons une transition paisible. Nous voulons sauver le reste du tissu social déjà suffisamment déchiqueté. Nous voulons donc qu'ils prennent toutes leurs responsabilités devant l'histoire. Nous les remercions pour le travail abattu jusqu'à maintenant. Mais nous pensons que les Guinéens sont aujourd'hui fatigués. Nous pensons qu'ils ont accompli leur mission et nous leur demandons de garantir une transition pacifique, de passer le témoin, de faire leurs valises et de partir par la grande porte. Vive la coalition, vive la Guinée, vive la démocratie. Merci M. Barry pour cette précision. Les discussions vont continuer tout à l'heure dans la salle pour ceux qui voudront. Pour répondre à la dernière question qui m'avait été posée par rapport aux actions, je pense que la première action, comme je dirais toujours, c'est d'abord rassembler les leaders en qui nous croyons, des gens qui peuvent demain faire l'avancée du pays. Et comme je le rajoutais aussi, il faut beaucoup d'engagement. Nous partons vers les gens, vers les jeunes, pour leur expliquer ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut, et que notre génération sache qu'il est de son devoir de s'engager. Moi, je suis là tout à fait par hasard. D'après les interventions de M. Kiernosso tout à l'heure, ils ont fait une consultation des états-majors des partis avant de mettre en place cette plateforme, si j'ai bien compris, d'accord? Voilà. Donc moi, je suis secrétaire général d'un parti politique, en l'occurrence le PADES à Paris, et je n'ai pas eu vent de ça. Je suis là aujourd'hui tout à fait par hasard, parce que je sors d'une réunion à l'ambassade de Guinée avec l'association LACDOC, qui est l'association des cadres techniciens d'origine guinéenne. Et c'est de là-bas qu'on m'a appris cette réunion. Moi, je pense à la Guinée, à chaque fois qu'on parle de la Guinée, j'y vais. Donc je suis là. Et depuis là, 14 ans, tout le monde
pratiquement les gens n'étaient pas venus à 14 h, nous on était déjà là. Et donc moi la question que je voudrais poser, et maintenant j'ai le micro, je vais le dire honnêtement à M. Sow, est-ce que vous avez consulté le PADES dans votre tour des états-majors? Si tel a été, si c'est le cas, quelle a été la réponse du PADES? Première question. Deuxième, parce que moi je suis étonné qu'il n'y ait pas de représentant du PADES à cette table-là. Non, attends, dans la mesure où c'est que vous dites que le cheval de bataille de votre plateforme pour la jeunesse, c'est même l'idéal, les idéaux du PADES, c'est le cheval de bataille du PADES, c'est l'ADN même du parti PADES. Alors je suis étonné que vous ne soyez pas venu, je le dis comme ça parce que je n'ai pas été informé. Et si c'était le cas que vous avez été voir le PADES, quelle a été la réponse qui vous a été réservée? Je vous remercie. Monsieur Diabaté, merci de poser la question. Et je vais vous répondre, comme vous êtes étonné de fait de ne pas voir le PADES autour de la table, je suis très étonné de laisser entendre votre président qui répondra et on n'a pas eu de suite. Donc, raison. On a téléphoné, on a essayé de le contacter. Il a dit qu'il viendrait vers nous. On n'a pas eu de suite, on ne pouvait pas attendre, on avait du travail à faire, on a continué notre travail. Ceux qui ont eu confiance en nous, je le dis encore une fois, ceux qui ont eu confiance en nous, on a décidé de travailler avec ceux-ci. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas voulu travailler avec nous, mais on a demandé, on n'a pas eu de réponse. Je vais rajouter une chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure aux questions posées. Comme l'a dit M. Touré, d'abord, nous n'avons pas eu de retour, de contact direct avec le PADES. Mais ce que je voudrais rajouter à cela, c'est que nous, aujourd'hui, parce que c'est notre défi aussi, nous appartenons à une génération où nous ne cacherons pas les choses. Ou si quelque chose ne va pas dans le sens qu'on veut, on le dira. Le PADES, à ce jour, par rapport à la récente sortie de votre président, n'a pas encore sa place autour de cette table. Nous ne cautionnons pas des actions où on parle. On était là, nous, dans notre mouvement, dans notre action, on combat beaucoup l'ethnocentrisme. Alors votre leader, ce n'est pas la première sortie, a toujours eu des sorties ratées par rapport à l'ethnocentrisme. Il n'est pas là aujourd'hui, nous en sommes contents. Merci. Alors, madame, mademoiselle et messieurs, je suis un plaisir ce soir de vous présenter la coalition, la plateforme pour des patriotes pour le réel changement. Et je dis à tout le monde merci, ce n'est que le début et qu'ensemble nous changerons la Guinée.